Voici un exemple typique assez simple d'exercice de recherche de points de percée, euh, dont voici l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on donne? On donne ici non plus. Alors, pour rechercher un point de percée, je vous dis ce qu'il faut. Ben, le point de percée, bien sûr, c'est la recherche d'un point de percée, parce que bon, une fois qu'on connaît la définition d'un point de percée, bon, il n'y a plus tellement de choses à voir autour, si ce n'est que ce qui est plus intéressant, c'est la recherche du point de percée. Parce que la définition, une fois qu'elle est fixée, elle est fixée, bon, c'est pas un paramètre variable, ça, la définition. C'est quelque chose de fixe. On connaît la définition, on ne la connaît pas. Par contre, la recherche de point de percée, bon, dépend du contexte. Il y a une méthodologie qui est toujours la même, la méthode, elle est là. Mais maintenant, la méthode la méthode va être applicable selon euh, un contexte. Selon un contexte. Alors, ce qu'il faut pour rechercher un point de percée, tout d'abord, il faut des données. Les données sont absolument une droite et un plan. Une droite et un plan. Si vous n'avez pas ces données-là, si on ne vous donne pas ça, ben, vous faites un peu n'importe quoi, vous créez n'importe quoi. Voilà, pour avoir une droite et un plan. Bon, c'est à votre guise à ce moment-là. Vous faites une recherche de par vous-même d'une droite que vous créez, d'un plan que vous avez créé. Mais généralement, on donne dans les énoncés une droite et un plan. Bon, l'inconnu, ben, l'inconnu, c'est justement le point d'ancrage euh, voilà, du sujet qui est le point de percée. Donc l'inconnu, c'est le point de percée de quoi? Ben, de la droite D dans le plan pi. Alors il y a une solution qui est la méthode de recherche du point de percée. Et la méthode de recherche a été établie dans une vidéo précédente. Voilà, tout a été expliqué pour finaliser sur un point de vue mathématique qui est euh, le suivant. Voilà. Toutes les explications ont euh, été concoctées, montées et développées pour terminer avec une finalité que voici, une écriture mathématique qui décrit la méthodologie en 3 points. Elle est toujours en 3 points, mais elle dépendra du contexte, comme je vous l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une droite et d'un plan. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, ben, soit alpha, on crée ce qu'on appelle un plan euh, auxiliaire que certains, bon, j'ai déjà entendu certaines personnes appeler ça un plan malin. Il faut voir dans quel contexte ils ont appelé ça. Ben, c'est pour définir le plan auxiliaire, mais je ne sais pas qui a appelé ça, je ne me rappelle plus. Plan malin. Ben, c'est un plan auxiliaire. Voilà, soit alpha composé de 3 points alignés, mais ce plan auxiliaire que vous avez choisi judicieusement pour trouver votre point de percée, mais ce plan auxiliaire euh, inclut la droite. Donc la droite est inclue dans alpha. La droite est inclue dans alpha. Ou la droite est inclue à alpha. Dans alpha ou à alpha. Bon, certains disent à alpha. D'autres disent dans alpha. Donc la droite est inclue dans alpha parce que j'ai incorporé alpha. J'ai fait en sorte de prendre un plan alpha qui incorpore la droite. Donc l'intersection, le deuxième point, c'est de rechercher l'intersection de ce plan auxiliaire que vous venez de choisir à votre guise, qui contenait la droite D, avec l'intersection avec du plan pi qui est donné. Donc là, vous avez deux plans en forme d'une intersection. Ici, on aura deux plans séquents. On aura une droite I qui s'appelle l'intersection. Et le troisième point, c'est de chercher l'intersection de la droite D à la droite I, mais vous aurez le point de percée. Alors pourquoi? Ben parce qu'au départ, on a une droite et un plan. Alors pour chercher l'intersection d'une droite et un plan, on passe par l'intersection de deux plans. C'est juste ça. Et l'intersection de deux plans donne une droite. Et puis la finalité de tout ça, c'est qu'on a l'intersection de deux droites. Voilà. Donc c'est une astuce pour réduire les intersections de plans à deux intersections de droite. Et effectivement, un point est l'intersection de deux droites. C'est juste ça. Mais comme on a à la base une droite et un plan, ben, il faut réduire, passer par l'intermédiaire, si vous voulez, de l'intersection de deux plans. Sachant que, bien sûr, la droite D, euh, la droite D appartient à pi. La droite D appartient à alpha. Et que l'intersection appartient à alpha et à pi. Voilà, bon, ça c'est pour la petite
La petite méthodologie, elle est là, c'est toujours la même chose. Bon, maintenant, ça dépend du contexte. Alors, quel est le contexte ici? Mais ça dépend de l'énoncé qui est là. Il faut appliquer ça à ceci. Et là, il faut recontextualiser tout ce que vient de voir la méthodologie dans le principe, la méthode, pour rechercher le point de percée. Bien sûr, il faut le recontextualiser en fonction, bien sûr, d'un énoncé. Alors, cet énoncé-là, bon, on n'a plus un plan ici. Pourquoi on n'a plus un plan? Ben, parce qu'ici, on a 4 sommets d'un tétraèdre, 4 sommets d'un tétraèdre, ABCD, on a un tétraèdre de présent. Voilà, ça, c'est déjà une chose. Donc, on a combien dans un tétraèdre, on a 4 faces. Ces faces constituent des portions de plan. Donc, on a 4 portions de plan. Voilà, 4 sommets, 4 portions de plan. Et chacune des arêtes, par exemple, si je prends l'arête AB, AC, AD, BC, BD et CD, ben, on a 6 arêtes. Donc, là, on vient de former avec 4 sommets ABCD, on vient de former 6 arêtes et 4 faces. 4 faces qui sont des portions de plan. Donc on a ce qu'on appelle ici un solide qui fait partie de la famille des polyèdres parce que constitué de plusieurs plans, polyèdres, plusieurs plans. Donc on a un polyèdre. Bien sûr, c'est un polyèdre quelconque ici, puisque c'est un tétraèdre quelconque. J'ai pas pris un tétraèdre trirectangle ou un tétraèdre régulier. Ou voilà, je n'ai pas pris un tétraèdre orthocentrique. Je n'ai pas défini un type de tétraèdre bien précis. Je l'ai pris quelconque. Il est quelconque. Bon, donc déjà, c'est déjà ça. Donc, quand on étudie le point de percée, ben, on étudie le point de percée d'une droite dans un plan. Mais ici, bon, pour l'instant, on vient de créer un polyèdre avec 6 portions de plan. 6 portions de plan. Donc j'ai 6 portions de plan. Donc c'est pour vous dire que si je cherche le plan de percée d'une droite dans un de plan, ben, il faudra dire d'abord dans quel plan il faudra le trouver. Ça c'est déjà de 1. Parce que j'ai 6 plans possibles où je peux créer un point de percée. Bon maintenant, ça c'est la première chose. C'est de se dire, bon, dans quel plan doit-on avoir le point de percée. Ben, ici, ils vous le disent, ben, recherchez le point de percée de Mn dans le plan ABC. Donc, si vous avez bien compris, bah, il faut chercher le point de percée. Bon, et pour ça, il faut que je crée une fermeture. Je vais fermer ceci. Voilà. Il faut créer le point de percée. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je fais là. Parce que le plan, il est infini. Hein. Parce que là, je viens de dessiner une facette. Donc là, le point de percée, il va être dans le plan contenu par la facette. On va dire ça comme ça. Par la face, je m'excuse. Parce qu'une facette, ça n'a rien à voir. Une facette, c'est quand on parle, voilà, de face élémentaire. Pour avoir des différentiels. Donc ici c'est plutôt des faces, pas des facettes. Bon, et alors vous avez ce qui veut dire que le plan de base, ça c'est ABC, bien sûr, c'est dans le plan ABC. ABC constitue une portion de plan, mais la pointe percée va percer le plan dans lequel la portion de plan ABC fait partie. Donc ce qui veut dire que le plan, voilà, c'est un grand plan. Hein. Bon, voilà, je pourrais mettre tout ça en rouge, voilà, en guise de rouge, hein, pour dire que c'est le plan ABC. Voilà. Et alors, pourquoi je le limite? Ben, c'est parce que si je ne le limite pas, tout mon écran sera en rouge. Hein. Un plan, c'est infini. Donc, c'est pour ça que même GeoGebra fait une astuce pour rendre compte de la géométrie. N'oublie pas qu'on est en 2D ici. Hein. On met de la 3D dans de la 2D, donc tout ça, c'est du virtuel. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est tout ce que vous voyez en 3D, c'est de la suggestion. On suggère une vue. Ce sont des vues. Voilà. Il y a un petit peu d'abstraction dans tout ça. C'est une suggestion. Alors, comment voir la face arrière? Ben, il suffit de mettre des pointillés comme je l'ai fait ici. Bon, j'ai raté mon coup, mais voilà. Voilà, je remets les pointillés comme ils étaient auparavant. Voilà. Là, vous avez les pointillés. Donc, les vues subjectives veut dire quoi? Ben, que ABD, ben, c'est du trait continu. Ici, c'est du trait continu fort. Ben, le trait continu fort, c'est un trait de dessin, voilà, fait par des crayons spécifiques. Ici, je n'ai pas faux crayon, bien sûr. ABD, c'est une face. BDC, c'est une autre face. ACD suggère qu'on est dans la face arrière, parce que AC étant trait interrompu. Donc, c'est un moyen
on va dire, suggestif de dire que, bon, il y a une arête qu'on ne voit pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, mais il y a toutes des manières suggestives pour montrer que on a une figure dans l'espace qui est définie par quoi? Par exemple, si je prends les projections peuvent dire, bon, on a une certaine vue de la 3D, vue suivant voilà, le trait de la projection. Et les projections, on a beaucoup, hein. Les projections isométriques, voilà, il y a toutes sortes de projections suivant des angles définis. Il y a des projections voilà, qu'on utilise en dessin, avec des horizons, etc., etc. Donc, on peut suggérer la 3D en fonction, bien sûr, de contextes techniques tels que les projections. Donc ici, on peut suggérer. Ben, pourquoi? Parce que je suggère la face arrière qui est ACD, puisque en fait, j'ai une arête qui est en trait discontinu. Généralement, un trait discontinu, c'est faible, hein. Un trait continu, c'est fort. Trait discontinu, généralement, on met en petit trait, mais ici, je le mets en gros trait, ben, c'est pas grave. Ça ne changera de toute façon. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que normalement, j'aurais dû le mettre en trait, plus faible. Ouais, je les mets en très fort. Voilà. Bon, donc, ce qui veut dire que aussi, on a quatre faces. On peut voir la face ABD qui est la face de gauche, BDC qui est la face de droite, ADC qui suggère qu'on a la face arrière parce que j'ai un trait discontinu. Voilà, et j'ai une face de bas qui est voilà, le ABC. Ah, donc, voyant ça, le cerveau comprend qu'on a un tétraèdre. Bon, on voit le tétraèdre en 2D et on peut le percevoir en 3D dans notre esprit. Donc, l'abstraction, on est passé de la 3D à la 2D par une forme de suggestion de vue. Et donc, le cerveau interprète qu'on est bien en 3D. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais attention qu'on a quand même 4 plans, parce qu'on a affaire à un tétraèdre. Donc, ça, vous devez le savoir. Bon, maintenant, le tout, c'est de rechercher le point de percée d'une droite dans un plan. Alors, le plan, on sait bien sur quel plan qu'on doit avoir le point de percée, c'est dans le plan ABC. Maintenant, il me faut une droite, parce que le point de percée, c'est l'intersection d'une droite et d'un plan qui va donner un point. Pour ça, il me faut une droite. Bon, alors ils vous disent qu'ici, M appartient à ABD. Bon, alors là, commencent les suggestions de vue. M appartient à BD, bon, c'est là. Alors certains vous diront, mais ça, c'est à vous à suggérer ça. On se dit, là, je dessine tout en 2D, alors que je fais de la 3D. Bon, le problème, c'est que on pourrait, en le voyant comme ça, on peut se dire, bon, il est derrière, il est dans le plan ACD. Non, en fait, voilà, il faut vous mettre à l'esprit, donc votre esprit doit incorporer que le point M est dans la face ABD. Donc, on suggère que votre esprit doit suggérer que le point M est dans la face ABD. Parce qu'il pourrait être derrière, hein, en voyant comme ça, on peut se dire, ouais, il est dans ADC. Maintenant, N appartient à BT. Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est un tétraèdre fixe, hein. Donc, on ne sait pas le tourner pour voir où est le point M. Je vais le faire avec GeoGebra. Là, on peut faire tout ce qu'on veut avec GeoGebra. Là, on voit bien, on a une virtualité de la 3D. Donc, on peut manipuler la 3D de telle manière à voir où est le point. Voilà. Mais ici, il faut suggérer que le point M est dans ABD et rien de plus. C'est l'énoncé qui le dit. Donc, on a... Alors, N est dans BDC. Bon, alors je peux faire ceci. Soit lui il est en bas, bon, ou alors l'autre il est en haut et l'autre il est en bas. Vous le placez n'importe où. Hein. Placez n'importe où. Et on sait bien qu'il n'est pas dans les arêtes. Hein. Bon, on suggère qu'il n'est pas dans. Ça, il faut suggérer aussi que on ne va pas prendre un point particulier. Hein. Bon, là, on ne va pas prendre A ou B ou D. Hein. Il n'est pas dans les sommets, c'est ça que je veux dire. M en dehors des sommets. Ah, donc je peux prendre le M ici par exemple et le N là. Alors, je vais appliquer la méthode tout rapidement, et puis après, je le ferai par, on va dire, par GeoGebra. Vous allez voir que par GeoGebra, bon, il n'y a pas plus facile que GeoGebra, c'est normal, bon, c'est adapté, c'est un outil adapté pour travailler en 3D, donc on peut faire tout ce qu'on veut enfin, tout ce qu'on veut, non, mais bon, pour autant que, voilà, il bug pas, parce que c'est vrai que assez souvent, il buguait quand l'exercice devient trop lourd. GeoGebra n'est pas fait pour faire des exercices trop lourds, parce qu'après, à un moment donné, il bug, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ben, il faut pratiquer la méthode. La méthode, on l'a ici. Ben, soit alpha appartenant. Donc, on a bien notre droite. Notre droite, c'est notre plan. Alors, on va rechercher dans le plan, bien sûr, de base, qui est ABC. Et on a notre droite, puisque la droite, c'est MN.
C'est la droite MN. Alors, je vais replacer mes points. Mes points, je vais les replacer parce qu'on ne les voit plus. Donc, on a bien une droite, qui est la droite MN. Alors, je vous ai dit, il faut pratiquer une méthode, mais la méthode dépend du contexte parce que, bon, la méthode que je vous parlais avant, ben, oui, il faut prendre choisir un plan auxiliaire. Effectivement, il faut choisir un plan auxiliaire ici. Ensuite, bon, on va chercher l'intersection du plan pi avec le plan auxiliaire, effectivement. Et puis, on aura une droite, l'intersection d'une droite, et l'intersection de D avec cette droite-là, ben, va donner le point A. Ça veut dire que ici, je cherche une droite, voilà, qui est inclus dans le plan ABC, bien sûr, euh, voilà, qui est inclus dans le plan ABC, mais qui va venir couper, voilà, la droite, que je vais appeler la droite D ici, avec cette droite I. Alors ça, c'est la droite donnée, et la droite I ben, est l'intersection du plan ABC avec un plan contenant la droite D. Voilà. Et c'est là que vient un petit peu la difficulté. Bon, rechercher l'intersection de deux droites, c'est facile, c'est pas ça qui est. C'est pas le point 3 qui est le plus compliqué hein, dans ce genre d'exercice. C'est pas le point 3. Hein. L'intersection de deux droites, vous savez le faire. Ça, une fois que vous avez la droite I, ben, vous savez croiser deux droites, ça tout le monde sait le faire. Hein. Voilà. Le plus difficile, c'est de trouver le point. Justement, c'est de trouver la droite I. C'est surtout ça. Le plus difficile, c'est ça. Bon, maintenant, le plan pi, il est donné. Hein, voilà, le plan pi, c'est le plan pi. Voilà. Donc c'est un croisement de deux plans, dont un plan que vous avez choisi judicieusement. Et c'est justement ça, le plan auxiliaire, qui nécessite le plus d'attention. Dans un exercice pareil, c'est le plan auxiliaire. Si vous avez compris le jeu du plan auxiliaire, ben, il va permettre de trouver la droite I. Une fois que vous avez la droite I, le problème est terminé. Voilà. Alors, ce plan, ben, il doit contenir, si vous voulez, la droite MN. Alors, pour contenir la droite MN, je vais prendre un plan qui va inclure, bien sûr, M et N, parce qu'il inclut la droite MN. Bon, mais en faisant ça, je peux trouver l'intersection. Voilà, le jeu, c'est de trouver l'intersection avec le plan ABC. Mais attention qu'ici, c'est pas véritablement un plan, parce que le plan ABC, ici, ABC, c'est une portion de plan. Donc, une portion de plan est constituée d'arêtes. Et ces arêtes-là, ben, je peux trouver des intersections de ces arêtes avec un pseudo-plan, puisque ici, DMN, encore une fois, est une portion de plan. Hein. On ne travaille pas avec des plans, parce que les plans, c'est infini. Si on devait travailler avec des plans, on ne verrait rien, là. On ne verrait rien du tout. Donc, on travaille avec des portions de plans. Et ces portions de plans sont des délimitations par des triangles. Donc, je sais trouver la droite, parce que j'ai déjà le triangle, si vous voulez, si vous voulez, le plan DMN coupe le plan ABC en un point que je vais appeler X. Le plan DMN coupe le plan... Oui, je me suis mal exprimé. Le plan DMN coupe le plan ABC en l'arrête, parce que c'est une portion de plan, hein, en l'arrête, voilà, AB en X. Parce que ici, l'astuce, toute l'astuce, c'est que ce sont, quand je vous dis qu'il faut contextualiser le problème, la méthode, elle est toujours la même, c'est ça que je vous ai dit, mais il faut contextualiser en fonction voilà, du problème. Ici, j'ai un tétraèdre, et le tétraèdre est constitué de triangles, et qu'on ne va pas travailler avec des plans, quelque part. Quelque part, on ne travaille pas avec des plans, on travaille avec des portions de plans, et donc des portions de plans, donc des arêtes, et donc des triangles. On est ramené à des triangles. On est ramené à des triangles, c'est comme ça. Donc, vous voyez qu'il faut contextualiser. On ne fait pas une application pure et simple voilà, de la méthodologie. Elle est contextualisée en fonction voilà, d'un énoncé. Et donc, fatalement, ici, on va se retrouver avec voilà, des intersections de triangles. Alors, le plan DMN voilà, va couper la portion de plan ABC, parce que on fonctionne en termes de portion de plan. Et portion de plan, c'est une partie de plan, c'est-à-dire avec des arêtes.
Voilà. Va couper la portion de plan ABC en un point que j'appelle X'. Et alors, vous aurez compris que la droite X' n'est rien d'autre que l'intersection des deux plans. Je dirais même ouais, des deux plans, oui, parce que je vais mettre une droite infinie. Hein. Normalement, je devrais mettre chaque fois 3 petits points. Ouais, bon, ici, j'ai pas mis 3 petits points pour les droites. Hein. On met 3 petits points ici. Si je devrais être plus rigoureux, une droite, c'est infini. Hein. Donc, je mets 3 petits points là. Et là, je ne mets pas un segment, mais une arête. Hein. Je ne mets pas un segment, mais une droite qui va relier XX'. Voilà. Et ça, bien sûr, toujours, comme je viens de vous le dire, avec 3 petits points. Je vais mettre mes 3 petits points pour dire qu'on en ferait une droite. 1, 2, droite. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. C'est 3 petits points pour dire que c'est infini à droite et infini à gauche. Et là, vous avez le point de percée. Vous l'avez trouvé dans le plan. Et cette fois-ci, je ne parle plus de portion de plan, mais dans le plan ABC. Je suis dans le plan ABC. Alors, le point de percée, ben, c'est l'intersection de la droite D avec la droite I. Et on va appeler ce point de percée P. P pour point de percée. Et là, une fois que vous avez ça, bah, à ce moment-là, ça veut dire que là, on est en dessous du plan. Normalement, on ne voit plus ceci. Hein. On ne voit plus cette partie-là. Donc, P est le point de percée du plan, enfin de la droite D dans le plan ABC. Là, je ne parle plus en termes de portion de plan, mais en termes de plan. Parce que c'est vraiment le plan ABC, là. P est en dehors de la portion de plan ABC. Il est vraiment dans le plan ABC. Là, vous avez trouvé le point de percée. Bon. Alors, je vais réaliser ça par GeoGebra. Alors, pour ça, je vais construire un tétraèdre. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile par GeoGebra. Bon, on n'est pas en géométrie analytique dans l'espace, j'ai pas besoin de repères, mais dans un premier temps, pour la construction de mon tétraèdre quelconque, alors je vais essayer de construire comme il est là. Mettre A, B, C, ouais, un triangle comme ceci, et le D au-dessus. Bon, j'essaie de le faire comme ça. Je vais mettre des points quelconques. Un, 2, 3. Bon, ça va pas. Je vais le remonter. Ouais. Bon, tout d'abord, il faut que j'ai les axes en face de moi parce que sinon, je vais reculer à gauche. Non, ça par là, c'est plus. C'est bien. Je voulais le mettre en 3. Ça, c'est plus. Mettre en 3 moins 2. Ouais, ça va. Ça peut aller. Alors, je vais mettre un deuxième point qui serait en plus de ce côté-ci. Donc, je vais le mettre en X positif. En X positif. Enfin, on va mettre un peu plus bas. 1. En Y positif, on va mettre 2. En Z, on va mettre une hauteur de 1. Voilà, ça c'est bon. Voilà, j'ai mis AB. Alors, le C, je vais mettre un petit peu derrière. Donc, je vais mettre en X, on va mettre moins 2, pourquoi pas. Moins 2. En Y, je vais mettre moins 2 aussi. En Z, bon, je vais monter de 2. Voilà. Et là, maintenant, j'ai ABC. Voilà, on a ABC. Je vais mettre un point D, le sommet. Et là, je vais monter tout au-dessus. Donc, je vais mettre en 6, par exemple. En Z égale 6. Donc, je vais mettre 1, 2, 1, 1, 6. Voilà, ça pourrait être bon. Voilà, ça peut m'arranger, ça. Alors, maintenant, j'ai pas besoin de... On n'est pas en géométrie analytique dans l'espace. Oui, dans l'espace. Je suis plutôt en géométrie dans l'espace. Donc, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ceci. Alors maintenant, je vais construire bon, ma forme tétraédrique qui est une pyramide.
D, B, A, C. Oui, je vous rappelle, bon, je l'ai mal construit, je recommence. Hein. A, bon, là, il n'y a pas de trait interrompu parce que vous êtes dans l'espace virtuel. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc je suis dans... voilà. Là, on a bien... Le D, il est au-dessus. On a ceci, si vous voulez. Voilà. Ce qui est vu là dans le dessin, ABC, voilà, et D. Alors, je rappelle que l'arête BD et l'arête AC sont gauches. Hein. Sont gauches. Je dirais même plus, ce sont des arêtes, on va dire, qui sont opposées. Ce sont des arêtes opposées parce qu'ils n'ont aucun sommet en commun. Alors par exemple, je suis AB est gauche à AC. DC est opposé à AB, parce qu'ils sont gauches. Tout ce qui est gauche est opposé. AD est opposé à BC. AD est gauche à BC, et ainsi de suite. Bon, maintenant je vais placer mes points en ABD. ABD, je vais mettre un point. Alors, je vais attacher point sur objet. Voilà, je suis bien dans la face ABD parce qu'il le dit ici, E point dans face ABD. Donc je suis bien attaché à la face ABD. Maintenant, je vais mettre un point dans BDC. Je cherche la face BDC. Voilà, et je vais mettre un point. Point sur objet. Voilà, je vais tracer la droite. Bon, ça n'a rien à voir. Je vais effacer ce point qui. Droite EF. Alors, on demande, c'est le point de percée de la droite EF. Voilà. Dans le plan ABC. Donc je suis bien, là j'ai bien ABD, BDC, dans le plan. C'est dans quel plan? Je ne sais pas. ABC. Le plan ABC, il est où? C'est le plan. Ouais, c'est le plan du bas. Voilà. C'est le plan du bas. Donc là, je vais créer le plan par 3 points. Point A, B, C. Voilà, c'est le point là. Et maintenant, je vais chercher l'intersection de la droite. Droite, je suppose qu'elle est. Droite F avec le plan B. Donc c'est intersection de F avec B. Et voilà, G est le point de percée. Voilà comment trouver le point de percée. Voilà par GeoGebra. Mais là, on voit tout ce qui se passe. Hein. On voit tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'ici, bon, on voit tout ce qui se passe. Il n'y a pas de. Il y a des pointillés, c'est vrai qu'on ne voit pas derrière. Quand on tourne, il y a des pointillés qui apparaissent. Hein. C'est les parties non vues, parties cachées, bon, qui sont variables parce que si je fais ça, ben, on a de nouvelles pointillés et d'autres qui deviennent continus. Hein. Bon, c'est normal, ça dépend de la vue. Donc lui, le calcul, il s'y réadapte pour remettre des pointillés, pour entrecouper ce qu'il faut. Il y a tout un calcul derrière. Bon, c'est la programmation qui a permis tout ça. Hein. Voilà, et programmation, bon, c'est quand même lourd comme programmation pour faire un travail comme ça, c'est-à-dire montrer les vues en fonction de, voilà, quand on retourne
voilà, le polier, ici le tétraèdre, ben, on a des vues cachées qui apparaissent en fonction de, voilà, de la vue. Donc c'est tout un recalcul pour dire, bon, c'est tout un recalcul. C'est pour ça que de temps en temps, quand il y a trop de données, ben, GeoGebra il bug, hein. Enfin, du moins, c'est vrai que mon ordinateur, bon, il n'est pas super puissant non plus. Donc on peut dire que j'ai pas forcément beaucoup de RAM, beaucoup de mémoire. Donc c'est pas dit que, voilà, si je devrais augmenter ma RAM, effectivement, mais même si on augmente la RAM, il sera toujours limité. C'est pas parce que vous augmentez la RAM que, oui, vous avez soulevé un problème, mais si maintenant vous augmentez les capacités de, voilà, de traitement, oui, vous les augmentez par l'emploi de nouvelles RAM, enfin d'extension de RAM, mais le problème, c'est quoi? C'est que, bon, si vous abusez aussi au niveau du traitement, de nouveau, ben, vous allez finir par être limité. Donc, c'est une course, hein. C'est toujours une course. Vous serez toujours limité au niveau de la RAM parce que si, si vous êtes, voilà, si vous utilisez chaque fois des programmes qui sont, de, vous augmentez la RAM pour avoir plus de ressources, mais que ces ressources-là, vous voulez les augmenter encore beaucoup plus, ben, vous allez encore avoir besoin de RAM. Puis ça sera une course éternelle. Vous aurez jamais besoin de, vous aurez jamais sans cesse de, voilà, vous aurez toujours besoin de ressources, toujours, toujours beaucoup plus de ressources. En attendant, la RAM, si vous augmentez en extension, ben voilà, c'est une course, hein, vous êtes toujours limité. La RAM, elle va toujours être limitée, hein. Parce que en informatique, on est limité, on n'a pas, voilà, un pouvoir infini de ressources infinies. On peut faire ce que l'on veut avec. On peut pas faire un milliard de traitements avec, je veux dire, voilà, le logiciel GeoGebra, hein. Je veux dire, déjà avec quelques traitements, voilà. Je vous ai montré qu'il y a des programmes, notamment quand j'ai mis un tétraèdre dans un cube avec, il y avait un autre traitement qui était là-dedans. Il y avait deux traitements. Je crois que j'avais fait deux, trois traitements. Mettre un tétraèdre dans un cube, tétraèdre dans un parallélépipède rectangle. Mais à ces deux-là, il y avait tellement de lignes, voilà, de traitement, bon, qu'il a bugué. Il a bugué. Je l'avais fait remarquer dans la vidéo, je vous avais dit que ça buguait. Ça buguait. Il ne rendait pas la main, il traitait énormément. Donc c'est pour vous dire que, bon, il peut bugger, hein, il peut bugger. Bon, donc c'est des traitements lourds qui sont derrière tout ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Bon, maintenant, quelle est la différence entre ça et celui que j'ai fait là sur Paint? Ben, ici, on suggère tout, il est fixe. Il est fixe, on n'a pas. Voilà, celui-ci, il est fixe, hein. C'est fixe. Donc il faut suggérer où est le point M. Et ça, c'est votre esprit qui le fait. Il suggère où est le point M. Il doit suggérer que votre esprit doit l'incorporer dans la face ABD. Donc votre esprit doit se dire, bon, le M est dans ABD et non pas dans ACD. Parce que si je mets un point M là-bas, il pourrait être dans ADC. Mais c'est à vous, voilà, à faire voilà, un découpage et vous dire, bon, M est dans ABD et mémoriser qu'il est dans ABD, que N est dans BCD ou BDC. Donc incorporez dans votre esprit que M est en ABD, N est dans BDC. Une fois que vous avez fait ça, bon, vous avez une certaine vue spatiale. Donc c'est, on va dire, une certaine forme d'abstraction, hein. Il y a une légère forme d'abstraction là-dedans, parce que vous devez mémoriser où est M, où est N. Voilà. Par contre, dans GeoGebra, il n'y a pas de mémorisation à faire, puisqu'en fait, il vous indique où il est. Donc votre esprit n'a pas suggéré où il est. Voilà. Et en plus de ça, il est mobile, vous savez où ce qu'il est, vous allez le trouver. Donc là, vous avez une vue virtuelle, hein. C'est une vue virtuelle, à 100% virtuelle, hein, de la 3D. Donc bon, c'est comme si vous y étiez en 3D, alors que bon, on est en 2D. Mais voilà, c'est la conception même, voilà, du traitement des données spatiales de GeoGebra qui font en sorte que vous percevez quelque chose de la 3D alors que vous êtes en 2D, parce que c'est un écran. Tout est fait dans les règles de l'art pour que vous voyez la 3D, c'est de la virtualité. Voilà, c'est ça la virtualité, hein. C'est de rendre en 3 dimensions ce qui est quelque chose quelque part en 2 dimensions. Il n'y a rien de 3D là-dedans en vérité. Mais vous percevez de la 3D parce que c'est de la virtualité. Voilà, il vous a mis un plan qui, vous voyez, le plan bleu là. Ben, vous voyez que c'est pas un plan. Un plan c'est infini, donc ça ne sera pas être un carré, un rectangle comme ça. Donc ça c'est propice à rendre cette certaine virtualité. C'est parce qu'on vous met une portion de plan. C'est une portion de plan. Voilà. Alors, une autre virtualité, ben, c'est qu'on met des traits interrompus euh, derrière, dans les vues cachées. Donc, ça donne une certaine forme 3D. Voilà. Et quand vous retournez, ça recalcule pour avoir enfin, les points interrompus, de bien les placer aux endroits corrects en fonction de la, voilà, tournure des événements. Et donc, ça fait transparaître une virtualité
3D alors qu'on est en 2D. Donc, et là, bon, la réflexion, dans ce cas de figure ici du GeoGebra, il y en a moins, bien sûr, parce que vous avez affaire à, à- à un tétraèdre visible, dont la virtualité est la 3D, alors que là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut suggérer tout, donc il faut mémoriser où sont les points. Et donc c'est figé, tout est figé, et il faut se rappeler qu'il y a des points. Parce qu'ici, quand je dis il faut se rappeler, il n'y a que deux points, ben, sur deux points, c'est pas difficile. Mais quand il y a énormément de points sur un traitement de géométrie analytique avec un tétraèdre figé, je vous prie de me croire que là, ça devient beaucoup plus compliqué, hein. Surtout s'il y a beaucoup de points qui sont à droite à gauche, on s'y retrouve plus. Le problème, il est là, hein. Bon, ici, c'est que deux points. Bon, c'est facile. Oui, c'est facile. Ça, ben, je peux vous montrer un problème où il y a 10-15 points. Et là, à ce moment-là, si vous ne mémorisez pas où sont les points, ben, vous n'allez pas savoir faire le travail très vite, hein. Parce que chaque fois, il faudra aller voir, ouais, mais ce point-là, où il est où? Ben, il est là-bas. Oui, ah oui, c'est vrai, il est là-bas. Voilà, donc si vous ne faites pas le nécessaire de mémoriser un maximum de points où ils sont, c'est-à-dire de voir une certaine virtualité 3D dans votre esprit, en suggérant que les points sont à certains endroits, ben à ce moment-là, bon, c'est peine perdue pour faire la géométrie dans l'espace, parce que c'est ça, quand on dit, il faut avoir une conception de la géométrie dans l'espace, c'est ça, c'est de mémoriser, voilà, les vues de points, où sont-ils? Une fois que vous avez ça, ben, vous avez intégré dans votre esprit, ben, comment est la forme, où sont les points, et voilà, là, il n'y a plus de problème. Mais quand il y a beaucoup de points, c'est difficile. Voilà, ça participe à ce qu'on appelle une forme d'abstraction. C'est de retenir les points qui sont à des endroits et de se dire, bon, ils sont là-bas et pas ailleurs. Voilà. Donc le M, il pourrait être dans ABD, comme je vous ai dit, ou dans ADC. Mais ici, M, il faut l'intégrer dans votre esprit qu'il est dans ABD. Voilà. Et c'est ça la difficulté de la géométrie spatiale. Mais ici, il n'y a pas de difficulté parce qu'il y a que deux points. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous retenez que M est devant et M est à droite et N est à gauche. Donc M est en ABD et D et B, N est en ABCD. Bon, ça, bon, retenir deux points ou ce qu'ils sont dans un tétraèdre dans votre esprit, bon, ça doit être simple. Hein, pas, là, le cours n'est pas la complication. Il y a d'autres complications. Comme je vous dis, je me répète, c'est quand il y aura beaucoup de points. Alors, bon, ces complications-là, on ne les a plus sur GeoGebra. Parce que là, bon, vous ne faites pas la réflexion de ce qui pourrait se passer dans votre esprit, mais vous avez directement une vue directe en face de vous. Ça représente ben, voilà, ce qu'il devrait y avoir dans votre esprit si vous deviez gérer avec voilà, une vue subjective telle que celle-ci. Donc vous ne faites pas un effort. Ici, il y a plus d'efforts que si vous voyez là-bas. Parce qu'il y a plus d'abstraction ici. Quoique l'exercice il est simple, ici, il n'y a pas beaucoup d'abstraction à faire. Mais ici, il n'y a plus d'abstraction. Parce que l'abstraction, vous avez une virtualité qui permet de voir une certaine vue réelle. Alors que bon, c'est pas du vrai, mais ça vous permet de voir une fausse 3D. Une fausse 3D, donc une fausse 3D qui pourrait être vue comme une vraie 3D, voilà, pour vous. Pour le commun des mortels, pour lui, c'est une vraie 3D. C'est une vraie 3D, il va voir ça, il va se dire, ouais, c'est que c'est un objet 3D, voilà, c'est un solide, voilà. Il voit bien que c'est un tétraèdre, donc il se dit, bon, il voit la 3D direct, hein. Bien que c'est une fausse 3D, puisqu'on est dans un plan 2D, on, on interprète la 3D dans de la 2D. Bon, ben ça, c'est le calcul qui interprète pour vous, pour rendre le plus possible de la 2D 3D. Donc, vous voyez de la 3D parce que c'est le retour du logiciel qui vous rend la 2D en 3D. C'est le retour du logiciel, c'est les innombrables calculs et les efforts des informaticiens qui sont derrière tout ça pour vous faire percevoir, je veux dire, de la 3D à partir de la 2D. Bien sûr, en plus de ça, on va dire, c'est pas figé, vous pouvez bouger, donc le tout il est là. Donc il y a un recalcul complet, hein. Il y a beaucoup de calculs là-dedans, hein. Voilà, tout un système de calcul qui est derrière tout ça. Et le tout, c'est quand il fait ses calculs, il ne doit pas bugger. Et bon, ça c'est vrai que de temps en temps, ça bug. Bon, ça, les informaticiens ne sont pas responsables de ça, c'est parce qu'en fait, bon, à un moment donné, on a les limitations, je veux dire, logicielles et les limitations, on va dire, hardware et software, hein. Bon, un logiciel un software peut être limité, mais aussi l'hardware limite les possibilités du soft. Voilà, donc à ce moment, ils font des extensions software, des extensions hardware, mais euh, c'est pas parce que vous avez, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas parce que vous allez pousser les capacités hardware que le soft pourra répondre réellement aux nouvelles capacités que vous demandez, parce que vous allez toujours courir, avoir toujours plus au niveau du soft, mais à un moment donné, même si vous augmentez la capacité hardware, à un moment donné, le soft il va bloquer. Le soft il ne saura plus répondre à certaines choses. Voilà, parce que le soft, bon, il a ses limites, hein, c'est ça que je veux dire. Bon, le software, il a ses limites.
Je vous remercie.